Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, à l'ONU, le Togo plaide pour un changement de mentalité dans les rapports entre les grandes puissances et l'Afrique. Ce sont notamment les propos défendus par Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères togolais, lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York et sur lesquels nous reviendrons dans ce journal. De plus en plus d'investisseurs dans le secteur de l'agroalimentaire. Il faut croire que c'est un secteur porteur, notamment pour les startups opérant dans le domaine de l'agri-food tech, qui ont procédé à une levée de fonds de 482,3 millions de dollars en 2021, soit le double des investissements de l'année 2020. Et enfin, après une bonne séance d'entraînement ce dimanche 25 septembre en banlieue parisienne, les joueurs tunisiens devront affronter ce mardi 27 septembre au soir l'équipe du Brésil, une des équipes phares du football. Les détails dans ce journal. Mais on commence ce journal avec le boycottage par les habitants de la ville de Goma, située à l'est de la République démocratique du Congo, de toutes les activités socio-économiques ce lundi 26 septembre. La grève générale avait pour but de dénoncer l'occupation de la cité de Bunagana par les rebelles du M23, une occupation qui dure depuis plus de 3 mois maintenant. Ils ont également exigé la levée de l'état de siège qui a été mis en place en mai 2021 pour donner les pleins pouvoirs aux militaires et permettre le départ de la mission onusienne. Au cours de cette grève, la tension est montée en puissance. Des coups de feu ont été entendus notamment dans les différents quartiers de la ville. Des tirs de sommation ont également retenti pour disperser les manifestants qui ont érigé des barricades sur certaines voies. Les écoles ont été fermées et les élèves renvoyés chez eux par mesure de sécurité. 5 morts, dont 2 enfants et 16 blessés. C'est le bilan qui a été dressé par le ministère de la Santé de la Libye après les affrontements entre milices rivales à Zawiya, ville de l'ouest du pays. Des violences avaient éclaté samedi 24 septembre, mais c'est ce lundi 26 septembre que le calme est finalement revenu grâce à un cessez-le-feu conclu entre les milices armées. Pour rappel, le Parlement de l'Est de la Libye avait confié à Fatih Bachaga, ancien ministre de l'Intérieur, la tâche de former un nouveau gouvernement, ce qui a causé une recrudescence de la violence dans le pays. La peur d'une nouvelle guerre civile hante les pensées, d'autant plus que Abdelhamid Bébé, chef du gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli, a déclaré qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement issu d'un parlement élu. Stop à l'instrumentalisation de l'Afrique. Le ras-le-bol du ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, s'est bien fait ressentir lors du débat général de la 77e Assemblée générale des Nations unies tenue à New York. Son discours était particulièrement ferme puisqu'il a dénoncé l'instrumentalisation des États africains au profit des propres intérêts de quelques puissances du monde. Un sujet de Eugène Chema. La condamnation de la Russie par l'OTAN, alliance des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, vis-à-vis des opérations militaires lancées en Ukraine et le désir de voir l'Afrique soutenir la position de l'Occident dans ce conflit, ou encore le soutien sollicité par la Russie a mis en exergue une fois de plus les batailles d'influence entre les grandes puissances dans leurs relations avec les autres États. En Afrique, ces démarches ne sont plus au goût de certains dirigeants. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Togo a profité de son tour de parole pour dénoncer l'instrumentalisation de l'Afrique. Les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dictés par leurs propres intérêts. À la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, 52 des 54 États africains reconnus à l'ONU n'étaient pas encore indépendants. Un consensus des chefs d'État africains s'est dégagé depuis plusieurs années auprès de l'Union africaine pour réclamer la présence d'au moins 2 États africains parmi les membres du Conseil de sécurité. L'Afrique a pour le moment 2 places parmi les membres non permanents, le Conseil étant dirigé régulièrement par 5 États, la Chine, les États-Unis, la France,
le Royaume-Uni et la Russie. Une situation délibérée selon le chef de la diplomatie togolaise. Il s'efforce le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif et, in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris. Avec 18% de la population mondiale et représentant 28% de l'ensemble des pays membres de l'ONU, l'Afrique, à travers ses dirigeants, continue de défendre une meilleure place du continent dans le concert des nations. Les enjeux actuels comme les enjeux climatiques représentant selon elle des menaces mondiales. C'est au tour du Premier ministre par intérim malien Abdoulaye Maïga d'asséner ses vérités à la tribune de l'ONU. Il maintient le qualificatif de mercenaires concernant les 49 soldats ivoiriens qui, selon lui, se sont introduits au Mali avec de fausses identités pour déstabiliser le pays. Le chef du gouvernement a également fustigé les déclarations du président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, et du président nigérian, Mohamed Bazoum, sur ce dossier brûlant entre Bamako et Abidjan. Il a par ailleurs reproché à la France de s'adonner à une pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde. Les détails dans ce sujet de Marie-Joëlle Balouf. Observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Une citation de l'écrivain Amadou Ampateba, reprise par le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien par intérim à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Par sa prise de parole, le chef du gouvernement malien dénonce l'attitude qu'il qualifie de mimétisme de plusieurs dirigeants de la CEDEAO qui ont pris fait et cause pour la Côte d'Ivoire après la sortie de l'ONU dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens inculpés par la justice malienne pour tentative de déstabilisation de la transition. Nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Tout en réitérant la ferme détermination du peuple malien à se détacher de son passé colonial, le Premier ministre Abdoulaye Maïga accuse la France d'avoir violé son espace aérien plus d'une 50aine de fois. De ce fait, il invite le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, à donner de la voix au Conseil de sécurité afin que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée au Mali. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Tout en saluant la coopération avec la Russie, le peuple malien, par la voix de son Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, se dit déterminé à prendre son destin en main. Aussi, il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, crédibles et transparentes. 482,3 millions de dollars, c'est le montant des fonds levés par les startups africaines Agri-Food Tech en 2021, une large augmentation comparée à l'année 2020 où seulement 185 millions de fonds avaient été levés dans le secteur agroalimentaire. Les investissements par les startups du milieu ont connu une croissance de 250%. Le secteur semble être un secteur d'avenir et attire de plus en plus d'investisseurs à Menedi. Selon le rapport Africa Agri-Food Tech Investment Report 2022 publié le 20 septembre, les levées de fonds des startups de l'agroalimentaire ont bondi de 250% sur une période d'un an. Elles sont passées de 185 millions de dollars à 482,3 millions de dollars en 2021, équivalent à une croissance de 250%. En fait, ce qui pourrait justifier cette performance, c'est que le secteur des startups food tech connaît une évolution
extrêmement importante depuis 2014 et dans certains pays, vous avez des grands groupes alimentaires qui quasiment investissent vers ces startups qui, de la production au consommateur, innovent sur les produits, innovent sur la distribution, le marché, le modèle économique et certains disent même qu'ils sont en mesure de perturber les acteurs établis. Il faut savoir qu'ils introduisent des nouvelles technologies dans la manière de produire des aliments, dans la manière de les protéger, dans la manière de les empaqueter, dans la manière de les livrer. Le montant record enregistré durant l'année écoulée porte à 1,1 milliard de dollars le total des levées de fonds réalisées par les industries agroalimentaires sur le continent depuis 2017. Sur cette performance, 119 agritech et foodtech ont levé des fonds durant l'année écoulée, mais seulement 3 pays africains ont cumulé 87,6% de ces opérations, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Tout simplement parce que, par exemple, si vous prenez les pays d'Afrique de l'Est, le secteur agricole est extrêmement développé. Je veux parler du Kenya par exemple, et vous avez dans ces pays en Afrique de l'Ouest des écosystèmes de start-up et de fonds consacrés à l'innovation. Ils ont déjà une longueur d'avance sur beaucoup d'autres pays africains. Donc en fait, c'est l'antériorité du développement d'un écosystème de start-up et aussi le fait que le secteur agricole est très développé qui justifie le fait que effectivement, on ne parle que du Nigeria, on parle de l'Égypte, mais surtout, on parle du Kenya dans le monde de la startup agrobusiness. Selon le rapport, le nombre annuel des tours de table lancés par les startups agri-foodtech africaines n'a cessé de croître au fil des années, passant de 51 en 2017 à 99 en 2020, puis à 150 en 2021. C'est dans un décor exceptionnel et grâce à une pièce chorégraphique que Caleb Dauden a décidé de se connecter avec la terre de ses ancêtres déportés du Bénin. Son spectacle s'intitule « Hommage aux nègres ». Cette chorégraphe et chercheuse américaine de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, a souhaité rendre un hommage aux esclaves et noirs américains à travers la production de cette pièce dans laquelle elle ravive les péripéties des familles afro-américaines ainsi que leur réalité socio-culturelle à travers des danses professionnelles. Reportage de Lefty Ounou. Je suis américaine, je suis béninoise, s'exclame Caleb Dauden, chorégraphe afro-américaine à travers son spectacle intitulé « Hommage aux nègres » à l'espace Le Centre de Lobozumpa. La pièce de danse chorégraphique « Hommage aux nègres » de la danseuse professionnelle Caleb Dauden constitue une plateforme éducative. Elle vise à transmettre aux spectateurs des émotions relatives aux réalités des Noirs américains vivant aux États-Unis et des esclaves déportés dans la traite transatlantique. Il s'agit d'un tableau artistique de danse qui fait honneur à la mémoire de ses ancêtres déportés du Bénin. Dans un décor atypique, la jeune danseuse performeuse Caleb Dauden a esquissé plusieurs styles de danse traditionnelle américaine et contemporaine. The piece is also an educational playground for Beninois people to understand what happened to my ancestors and my people once we were taken from this coast. A lot of it. La pièce de danse chorégraphique Hommage aux nègres est accompagnée d'une installation vidéo et de sculptures assise sur la perspective d'Hommage aux nègres. Une création artistique née de la collaboration entre Guindo Aruna et Caleb Dauden. Les deux artistes chorégraphes développent des approches sur la décolonisation du corps noir. Elle m'a demandé de créer une collection de sculptures qui représente un peu l'hommage aux nègres. Donc ma perspective de ce qu'est Hommage aux nègres et aussi ma perspective de ce qu'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter un peu avec les sculptures que j'ai pu créer. A noter que Caleb Dauden a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat en danse à l'Université d'État de New York à Purchase, elle a fondé la Down Dance Company, une compagnie de danse afro-américaine pour éduquer la jeunesse afro-américaine et placer l'histoire des Noirs sur la scène culturelle. En 2021, la promotrice du Binge Dance Festival, Caleb Dauden, a reçu la prestigieuse bourse Fulbright dans les arts créatifs et le spectacle pour mener des recherches au Bénin et en Afrique de l'Ouest.
À la page sport, la pression monte pour les joueurs tunisiens qui doivent affronter ce mardi 27 septembre l'une des équipes les plus attractives du football, le Brésil. Une date importante pour les supporters qui attendent le match avec impatience afin de venir supporter les Aigles du Carthage qui préparent la phase finale du prochain mondial au Qatar. José Douglas nous parle de l'avant-match et des autres affiches du jour. En banlieue parisienne, ils étaient une bonne quarantaine de supporters pour accueillir les joueurs. Lors d'une séance d'entraînement ce dimanche 25 septembre, les Aigles de Carthage ne se sont pas sentis seuls. On a confiance en Jalel Kadri, comme on avait confiance en Mondark Bayer. Il a tout le peuple tunisien derrière lui, de la Tunisie jusqu'en France, partout dans le monde. Moi j'en connais plein, je connais Khazri, Saekni. Seul joueur absent pour l'instant, c'est le capitaine Youssef Zakni, qui a été victime d'une rupture des ligaments et qui devrait retrouver le terrain pour la Coupe du Monde. Mais la Tunisie compte sur d'autres joueurs comme Elias Jkiri, qui évolue à Cologne en Allemagne, ou encore Wabi Kazri à Montpellier, l'un des cadres de cette équipe. C'est difficile, mais c'était aussi un bon test contre les Comores. Maintenant, on a un très bon match à jouer contre le Brésil. Donc, on est excité, mais on sait que forcément, ça sera très difficile. C'est un bon match à jouer, un beau stade, une belle pelouse, une belle équipe. Donc, il y a tout qui est rassemblé pour que ce soit un beau match. Ça nous prépare bien pour la Coupe du Monde. L'entraînement s'est déroulé devant quelques journalistes, mais les nombreux supporters qui s'étaient déplacés n'ont pas eu accès dans l'enceinte. Une préparation quasiment à huis clos pour affronter le Brésil ce mardi 27 septembre au Parc des Princes et sous les ordres du nouvel entraîneur Jalel Kadri et son adjoint Ali Boumnigel, l'ancien gardien de la sélection. On a eu l'occasion de tester pas mal de choses, notamment les nouveaux joueurs. Là, pour le match du Brésil, c'est encore un test assez important. C'est des matchs de référence pour nous, pour essayer justement de se projeter pour la Coupe du Monde. On va essayer de voir comment on peut s'étalonner au niveau de ces équipes qui ont des individualités au top. Un match qui devrait normalement se jouer à guichet fermé. Il faut avouer que les supporters tunisiens seront derrière leur équipe ce mardi soir pour tenter de faire plier les Brésiliens. Tâche qui s'annonce quand même compliquée. Enfin, parmi les autres rencontres, nous avons Corée du Sud, Cameroun, Afrique du Sud, Botswana, Iran, Sénégal, Libye, Tanzanie, Nicaragua contre le Ghana, Égypte, Libéria, Côte d'Ivoire contre la Guinée, Paraguay, Maroc et enfin Algérie contre le Nigeria. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.